Bon. Le plan de la soirée, je vais d'abord vous parler de la théorie de l'attachement. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est plus connu dans le milieu éducatif qu'actuellement dans le milieu médical, soignant. Après, je vais vous parler des conséquences d'un attachement sécure ou insécure pour la relation patient-médecin. Il va y avoir un exposé sur la neurobiologie du stress et finalement les liens entre attachement, stress chronique et douleur chronique. Alors, comment ça avance? Ça n'avance plus. Je vais appuyer là. Tu avais branché ton... Adeline, tu as branché ton truc. C'est avec ça? Merci de brancher. Bon, je suis très impressionnée par la technique. Hein. Moi aussi. Je suis très impressionnable surtout. Alors, aucune idée. On va peut-être l'enlever du coup. Normalement, il suffit d'appuyer. Ah, super. Alors, la théorie de l'attachement, c'est le psychiatre John Bowlby, qui est psychiatre psychanalyste, qui a vécu au XXe siècle, entre 1907 et 1990, c'est un Anglais, et qui est connu sur ses travaux sur l'attachement. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie de l'attachement explique la stratégie qui est utilisée par un enfant pour se sentir en sécurité. Elle permet de mieux comprendre la construction des relations humaines, la régulation des émotions, la capacité de tirer profit d'un soutien social. Elle apporte un éclairage inédit sur les relations entre psychologie et somatique et confirme l'importance du stress et de son impact sur le fonctionnement humain. Bowlby explique que l'instinct qui conduit l'enfant à chercher la proximité d'une figure d'attachement, très souvent, la plupart du temps, c'est la mère, mais ça peut être aussi un père ou une autre personne qui est la personne la plus proche du petit enfant. Donc, un enfant cherche la proximité d'une figure d'attachement. Cet instinct n'est pas tellement motivé par l'alimentation, par la nourriture, mais par un besoin inné de se sentir en sécurité. En cas de stress, faim ou douleur, séparation, l'enfant montre un comportement d'attachement, des pleurs, des cris, et cherche la proximité de sa figure d'attachement, qui est, encore une fois, le plus souvent la mère. Alors, comment est-ce qu'il est venu à postuler ça? Il s'est inspiré des travaux de René Spitz, qui a travaillé sur la réaction des enfants en cas d'hospitalisation. Et il a surtout aussi profité de la recherche d'un monsieur Harry Harlow, qui était psychologue et qui a travaillé avant et après la guerre avec des singes, avec des macaques. Des expérimentations qui aujourd'hui seraient fortement critiquées par le mouvement de protection des animaux. Néanmoins, ils existent et j'ai essayé de trouver un petit film sur YouTube pour vous illustrer quel était le départ de cette recherche sur l'attachement. Alors, on va voir si ça marche. Donc, is an orphan.
Alors, vous voyez là donc un petit macaque, vous voyez les sous-titres. Il a été séparé de sa mère et il s'accroche beaucoup à un tissu qui est son compagnon. Et on a observé que ce macaque, à chaque fois qu'on retirait le tissu, ça le terrorisait. Alors, donc, M. Harlow, il étudie des singes avec le comportement des singes. Et la question qu'il se pose, est-ce que le bébé singe préfère une maman sécurisante ou plutôt une maman qui le nourrit? Et donc, on a inventé une maman en fil de fer avec un biberon et une maman avec des poils un peu doux, sécurisantes. Et donc, on met le singe qui a d'abord très peur dans la cage, et le singe s'accroche donc à cette maman en fourrure. Et il y reste. Il se câline contre elle. Et donc, encore une fois, la question, est-ce que le singe va préférer la maman qui le nourrit ou la maman douce qui le fait peut-être ressentir un peu de sécurité? Alors, ce petit singe, il reste sur cette maman jusqu'à ce que la faim vraiment le tenaille. Il va, là, vous allez le voir qu'il va aller sur la maman en fil de fer pour téter. Il va se nourrir. Voilà. Il regarde un tout petit peu à quoi elle ressemble, cette maman en fil de fer. Et puis, il retourne sur sa maman. Et il reste 22 sur 24 heures sur cette maman en poil. Et la conclusion de ce... Attendez, je vais voir si je peux l'arrêter un petit instant. La conclusion, c'est que finalement, le singe, il préfère sa maman en poil. Ça, c'est une autre expérimentation, donc où on met le singe dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il est terrorisé. Il va vers un morceau de tissu, mais il ne sait pas très bien. Là, vous voyez M. Harlow, vu d'ici à droite. Et puis, on met la maman au fil de fer, celle qui le nourrit. Elle ne va même pas vers elle. Pourtant, il sait qu'elle a de la nourriture, mais manifestement, cette maman au fil de fer avec le biberon ne peut pas la rassurer. Donc, là, on remplace la maman au fil de fer par une maman en tissu, douce. Et donc, le bébé, il va tout de suite aller vers elle. Et il reste dessus. Il fait des câlins. Et il se sécurise. Il reste avec sa maman en chiffon. Et puis, il semble se sentir plus en sécurité. Il va se détendre. Et du coup, comme il n'a plus autant peur, il peut avoir d'autres comportements et il va aller explorer son environnement dans cette salle. Il va chercher qu'est-ce qu'il y a. Il est curieux. Il semble plus terrorisé de peur. Il commence à regarder ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est la fin de ce petit film. Et c'est de ces expériences-là qu'est parti Bowlby, et bien sûr des expériences aussi d'observation des petits-enfants. Hop, ça reprend, voilà. En fait, il a postulé que la théorie de l'attachement, c'est un équilibre entre un comportement d'attachement que l'enfant manifeste
en cas de danger, en cas d'anxiété, qui est d'aller vers sa maman, vers celle ou celui qui lui donne des soins pour se rassurer. Et quand il n'y a pas de danger, quand l'enfant se sent en sécurité, il peut développer un comportement exploratoire, il peut être autonome, il lâche sa maman, il va aller explorer des jouets qui sont à sa disposition. Alors, le comportement de la personne d'attachement va déterminer un modèle intérieur, la façon dont s'imagine ce petit enfant le monde, comment il va ressentir le monde en fonction de la façon dont la figure d'attachement répond aux besoins du bébé. Celui-ci développe un modèle interne lui permettant d'anticiper les interactions futures avec sa mère. Les réponses qui sont plus ou moins sensibles, qui sont plus ou moins disponibles et adéquates vont organiser sa perception du monde, les intentions qu'il attribue à autrui et également l'image qu'il a de lui-même. Suis-je digne d'intérêt, digne d'être aimé? La capacité de la mère à nommer ses besoins, à refléter de façon adéquate ses états affectifs, amène celui-ci à développer sa propre capacité à représenter, à tolérer et à réguler ses affects et émotions. Effectivement, la mère a un rôle d'intermédiaire entre le monde, entre le ressenti de l'enfant. Un enfant ne peut pas formuler de lui-même qu'il est triste. Il faut déjà qu'il ait appris, quand il est triste, à travers sa maman, qu'il va lui dire « mais mon petit, t'es drôlement triste », de faire le lien entre cette émotion de tristesse et l'expression de pouvoir dire « je suis triste » ou « j'ai mal au ventre ». C'est la mère qui va interpréter au départ pour l'enfant ses états, ses émotions et aussi ses états corporels. À l'âge de 12 à 18 mois, les bébés ont développé une stratégie d'interaction avec la figure d'attachement. Et cette stratégie-là, comment ils font, on peut la observer. Finalement, c'est les styles d'attachement dont il y en a 4. On les retrouve de façon très constante dans toutes les cultures. Et donc, ils sont développés à l'âge entre 12 et 18 mois. Alors, on peut les observer dans une situation qui porte un drôle de nom. En français, c'est une situation étrange. En fait, ça consiste à... La mère vient avec l'enfant dans une pièce que l'enfant ne connaît pas. Dans la pièce, il y a plein de jouets et la mère reste en présence de l'enfant et l'enfant, dès qu'il s'est sécurisé, il commence à explorer les jouets. Et donc, il y a des séquences dont je vous passe. Il y a un étranger qui vient. En fait, on veut reconstruire un peu le quotidien d'un enfant. Donc, il y a un étranger qui parle avec la mère et qui rentre et qui sort. Et finalement, le moment crucial de cette situation étrange, c'est le moment où la mère va quitter la pièce et laisser l'enfant seul. Et on observe la réaction de l'enfant à cette situation. Et encore une fois, il y a 4 façons
de réagir et je vais essayer de vous les détailler. Le premier, ce qui est le plus courant finalement, c'est un attachement sécure. Donc l'enfant, il explore activement et avec curiosité son nouvel environnement et quand il est un peu insécurisé, il prend contact avec les yeux auprès de sa mère, il se rassure et puis voilà, il rassure, il se rassure et il explore. Et la figure d'attachement, elle réagit de façon adaptée et cohérente aux sollicitations de l'enfant. Elle partage et elle reflète les émotions de celui-ci. Elle dit, mais tiens, c'est drôle ça, ce petit jouet. Ah, ça te surprend, hein, ça fait des sons. Donc l'enfant montre librement, oui, et donc quand la figure d'attachement quitte la pièce, l'enfant montre librement ses affects de tristesse, il montre qu'il est triste, et quand elle revient, il cherche le contact physique, comme ce petit singe, pour se faire rassurer et pour se consoler. L'enfant sécure se fait rapidement consoler, il se calme, il arrive à se calmer, to calm down, comme disent les Anglais, venir et être de nouveau dans un état normal. Alors, quand la mère est moins adaptée à l'enfant, il y a différentes choses qui peuvent se présenter. Parlons maintenant d'un attachement évitant. C'est un enfant qui explore aussi activement son environnement, mais il partage peu avec sa mère. Il ne va pas vers elle, il ne montre pas tellement d'émotions, il joue tout seul. Et souvent, la figure d'attachement est moins impliquée dans le jeu avec l'enfant. Finalement, elle est plus détachée. Et cet enfant va peu protester contre le départ de sa maman. Il va montrer peu d'émotions et il ne cherche pas tellement la proximité physique quand elle revient. Alors, la figure d'attachement soutient d'ailleurs peu l'enfant quand il est stressé par la séparation. C'est plutôt, mais allez, tu vas pas pleurer, reste tranquille. Et la figure d'attachement encourage l'enfant à être autonome. Il y a le troisième style d'attachement, c'est l'attachement anxieux préoccupé. L'enfant peut pas vraiment profiter des jouets et de la présence de sa figure d'attachement pour explorer un nouvel environnement. Il joue peu, il semble préoccupé et anxieux. La figure d'attachement peut montrer une attitude surprotective. Elle peut être aussi intrusive en s'immisçant dans le jeu de l'enfant, ou elle peut montrer aussi du désintérêt. En fait, ce qui caractérise cette figure d'attachement, c'est qu'elle est un peu imprévisible, elle n'est pas fiable, elle ne répond pas toujours à l'enfant, parfois elle est très ajustée, parfois elle est parfaitement inajustée. Alors, au moment de la séparation, avec cette figure d'attachement, l'enfant va montrer des signes de détresse importante et aussi de la colère. Il est au retour de celle-ci, il cherche le contact physique tout en s'en défendant. Et il peut même se montrer agressif et mettre assez longtemps pour être consolé. Alors, je vais vous montrer un tout petit film tout à l'heure pour vous illustrer ça.
je voudrais juste là montrer comment on relie ces différents comportements à l'image que l'enfant va développer de soi. L'enfant, là, il est en situation de jeu et tout à coup, il y a un danger. Il va évaluer, est-ce que c'est un danger important? Si c'est un danger important, pas important, il va reprendre son activité, jouer. Si il y a danger vraiment, il va activer son comportement d'attachement, il va peut-être pleurer, il va appeler sa mère, il cherche la figure d'attachement qui, elle, se montre présente, qui est disponible, qui est attentive. Et donc, l'enfant va avoir l'impression, je suis efficace, j'arrive à obtenir de l'aide, je suis digne d'intérêt, on vient à mon secours. Bon, il ne faut pas que je m'en mêle avec mes papiers. Après, il y a la situation, donc vous avez de nouveau le schéma en haut. Est-ce qu'il y a danger? S'il y a danger, est-ce qu'il y a un moyen d'alerter la personne, la figure d'attachement? Alors, soit il y a un moyen de l'alerter, mais cette figure d'attachement, on n'est pas sûr qu'elle va arriver, hein, parce qu'elle est peu fiable, elle arrive ou peut-être elle n'arrive pas. Et du coup, l'enfant va hyper activer son système d'attachement, il va crier à mort, il va alerter et finalement, il va développer une perception accrue de stimuli menaçants. Alors, quand l'enfant sait que sa figure d'attachement va pas tellement venir à son secours, elle va plutôt lui dire allez, ne pleure pas, il n'y a rien, il ne va pas venir le consoler. L'enfant va finalement comprendre que ça n'a pas beaucoup de sens de crier et de hurler. Il va désactiver son système d'attachement et il va supprimer le plus possible ses émotions et ses cognitions négatives. Et donc, pour l'enfant qui évite de montrer ses émotions, finalement, il perçoit le monde de la façon suivante. Il va se dire, entre guillemets, personne ne viendra m'aider, je ne peux compter que sur moi. Et l'enfant qui, en hurlant très fort, a une chance sur deux d'alerter sa figure d'attachement, il va se dire, il va ressentir au secours, il faut que je hurle très fort, je ne peux pas y arriver tout seul. Et finalement, cet enfant-là va développer un modèle de soi, une image de soi négative, alors que l'enfant évitant, qui va faire silence sur ses émotions, va avoir plutôt un modèle de soi positif. Il y a une quatrième catégorie d'attachement qu'on a développée ou reconnue un peu plus tard, qui est l'attachement désorganisé. Cet attachement est lié à une maman qui est soit incapable de consoler, par exemple une maman extrêmement dépressive, ou alors une maman qui fait peur. Et l'enfant, en cas de danger, comme il a peur de cette maman, de cette figure, je dis toujours maman, mais ça peut être un père aussi, comme il a peur de cette figure d'attachement, il va être déchiré entre aller vers elle pour se faire rassurer et la peur.
Et dans le comportement de l'enfant, ça se traduit par un comportement chaotique. C'est-à-dire, par exemple, marcher en arrière vers la maman, aller vers elle en lui tournant le dos. Il y a des mouvements contradictoires où l'enfant va aller vers la figure d'attachement et va se figer en cours de route. Alors, je crois que c'est là maintenant qu'arrive mon petit film. Alors, il est de mauvaise qualité, mais ça va vous quand même faire apercevoir de quoi on parle. Vous trouverez plein de films sur Internet où il y a des comportements beaucoup plus longs d'enfants. Voilà. Donc là, c'est la maman qui entre avec l'enfant. C'est toujours une situation où les enfants ont entre 12 et 18 mois. La maman entre avec l'enfant dans la salle, l'enfant commence à jouer. D'ailleurs, ils jouent ensemble. C'est les observateurs qui, voilà, l'enfant joue et là, la maman regarde avec lui les choses. Ils sont occupés ensemble. La maman interprète dans l'interaction le monde pour l'enfant. Là, il y a le signe. Maintenant, la maman va quitter la pièce. L'enfant commence à pleurer. Vous n'avez pas le son. Elle est malheureuse, cette petite fille. Oh, elle pleure très fort. Elle montre à quel point ça. Elle est triste. Et elle ose dire, je suis triste. Donc on l'entend pleurer dans ce film. Et maintenant, la mère va revenir. L'enfant va vers la mère. Elle se câline contre la mère. Et dans le film, si vous aviez le son, là, déjà, elle a arrêté de pleurer. Elle reste, et la mère la rassure, elle reste calme. Et voilà, elle peut déjà reprendre et s'intéresser de nouveau à son environnement. Alors, il y a tout de suite un autre enfant qui, dans le film, on ne l'entend pas pleurer. On voit juste la séquence où la mère quitte la pièce et vous allez, voilà, là la mère a quitté la pièce, l'enfant ne pleure pas, il va vers la porte et là la mère revient, l'enfant a une expression triste, il est calme, il se cache le visage, il dit rien, il se blottit pas contre sa maman, il se détourne même, il est figé. Il n'arrive pas à utiliser sa personne d'attachement comme source de sécurité. Et donc, il reste figé, il ne s'intéresse plus à l'environnement. Et là, ça c'est le dernier cas, ça c'est un enfant qui a un comportement anxieux ambivalent, donc là il joue avec sa maman et vous allez voir tout de suite, voilà, la maman est partie et là on l'entend hurler, il n'arrive pas à se calmer, il est d'ailleurs en colère contre sa maman. Elle lui présente un jouet et il le repousse. Il continue à pleurer. Il est inconsolable. Donc là, il pleure toujours dans le film. Et donc dans le film, on rappelle que probablement cette mère n'est pas fiable. Elle réagit à un moment donné, elle console l'enfant et à d'autres moments, elle est désintéressée et l'enfant n'arrive pas à l'appeler pour qu'elle arrive le secourir. Donc là, vous avez vu les 3 formes habituelles de l'attachement secure, l'attachement évitant, qui réprime les émotions, et l'attachement anxieux ambivalent. Hop.
Alors, tout à l'heure, on va parler du stress. Et vous allez vous demander comment tout ça est relié au stress. En fait, on a donc, depuis quelque temps, on peut doser le cortisol dans la salive, et on a fait ça avec ces enfants. Cortisol, on va y venir, c'est l'hormone qui est sécrétée en cas de stress. Et finalement, l'enfant sécure a très peu de montée de cortisol par la séparation, alors que les deux autres enfants ou attachements montrent une grosse montée de cortisol au moment de la séparation. En tout cas, dans une société ici parmi nous, il y a en général à peu près 2/3 des personnes qui ont un attachement sécure, 20% des patients, des personnes qui ont un attachement évitant et 14% qui ont un attachement anxieux ambivalent et entre 4 à 10% qui ont un attachement désorganisé. Alors, il faut dire que dans une population d'enfants maltraités, ceux qui subissent des maltraitances pendant l'enfance, il y a 80% des enfants qui sont désorganisés, désorientés dans leur attachement, qui n'ont pas de stratégie pour se rassurer. Alors, la qualité de l'attachement sécure ou insécure est relativement stable au cours de la vie, mais pas parfaitement. Ça peut encore changer. Quand ça change, souvent, ça change dans la direction moins bien. Par exemple, un enfant qui a un attachement sécure et par des circonstances de vie, la maman perd son mari, est préoccupée par la situation et n'arrive plus à être sécurisant pour son enfant. Là, l'enfant peut basculer vers un attachement insécure. Mais ça reste quand même relativement stable pour 3/4 des personnes au cours de la vie. Et il y a même une transmission intergénérationnelle des styles d'attachement entre mère et enfant. La plupart des enfants ont, 2/3 des enfants ont le même style d'attachement que leur mère. Alors, ce qu'il faut quand même dire, et ce qui nuance un peu mes propos, c'est qu'un enfant peut avoir un attachement insécure avec sa mère et sécure avec son père. Là, c'est un focus sur une théorie. Dans la vraie vie, tout cela est modulé par les différentes personnes qui interviennent dans la vie d'un enfant et qui, finalement, module un peu les répercussions, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant, de ces styles d'attachement sur la vie d'un enfant. Ces styles d'attachement ont des répercussions sur la relation thérapeutique patient-médecin, et d'ailleurs aussi dans la relation amoureuse. Mais ça dépasse mon sujet. Parlons déjà de la relation médecin-patient, la relation thérapeutique. Alors, ici, vous avez l'enfant et l'adulte, parce que, encore une fois, l'enfant grandit, devient adulte. Le patient sécure a une aisance émotionnelle. Il peut parler de ses émotions, il peut formuler son besoin d'aide, il a des attentes positives quant à l'efficacité d'un éventuel soutien, il est autonome et coopérant.
Le patient évitant, il compte sur lui-même. Il a besoin d'autonomie. Il a besoin de distance. Il va peu se dévoiler. Il ne va pas parler de ses émotions s'il arrive à les nommer, mais il ne peut pas dépendre des autres. Il se livre peu, il évite l'intimité, il minimise ses symptômes, il compte surtout sur lui-même, et c'est un patient, il est très difficile d'avoir une alliance thérapeutique avec un tel patient. Il va, pour la prise de médicaments, etc., il va peut-être pas se rassurer auprès du médecin, mais il a sa propre idée, il compte sur lui. Après, le patient qui a un attachement anxieux ambivalent, c'est un patient qui est anxieux, comme le dit le nom, il est inquiet. Il est dans l'insécurité. Il a besoin de réassurance. Il a besoin de beaucoup de sollicitude. Il a tendance aussi à dramatiser pour alerter. Il a tendance de faire appel à des stratégies pour faire face qui sont liées à la catastrophisation, à la dramatisation pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'il ait du soutien. Il a une crainte de l'abandon. Finalement, il a une certaine angoisse dans les relations interpersonnelles. Il n'est pas sûr qu'il va avoir un soutien. Et finalement, les personnes qui sont désorganisées, il semblerait que l'attachement désorganisé ait à faire, il y a un lien avec une structure borderline. Alors, je ne suis pas psychiatre pour vous expliquer très bien ce que c'est un borderline, mais ce sont des personnes qui ont des sauts d'humeur, qui ont la régulation des affects est chaotique. Ils n'arrivent pas très bien à se calmer. Ils ont beaucoup besoin de réassurance, mais en même temps, ils évitent la proximité. Ils ne peuvent pas supporter d'être trop proches. Et ils sont surtout aussi hypersensibles au rejet. L'attachement insécure, sans être une maladie, c'est une variante de l'anormal. C'est pas tout de suite une psychopathologie, peut-être l'attachement désorganisé un tout petit peu plus, mais l'attachement insécure en soi, c'est pas une maladie. Malgré tout, on constate que des personnes qui ont un attachement insécure, ils ont un risque de maladie chronique qui est plus élevé. Ils ont donc très souvent une perception plus importante du stress, des choses qui les stressent. Ils ont souvent une attention et une interprétation des symptômes qui ne sont pas ajustés. Et ils ont soit beaucoup confiance dans leur capacité de faire face, ou ils sont très dépendants des autres. Ce qui va amener à une ou une sous-utilisation des services de santé, éventuellement une absence d'alliance thérapeutique. Là. Oui. Là, on a donc typisé, parce qu'il y a maintenant des questionnaires et des façons aussi de déterminer l'attachement d'un adulte. Là, on a pris une population Y, on a typisé les styles d'attachement et on a regardé sur une année l'utilisation des ressources de santé. Alors, à santé égale, les sujets avec un attachement anxieux ambivalent ou un attachement craintif
reportent beaucoup plus de symptômes physiques que les patients, et ils reportent beaucoup plus de symptômes, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils utilisent aussi le système de santé. En fait, c'est les patients anxieux, ambivalents, qui utilisent le plus les ressources de santé, qui ici, dans cette étude, on l'a mesuré par le coût médical généré sur 12 mois, le nombre de consultations, tout ce que ces personnes ont généré comme coût. Et en général, les patients évitants utilisent beaucoup moins le système de santé, ce qui se traduit par un moindre coût. Mais il y a encore d'autres conséquences. Les personnes qui ont un attachement insécure, ils ont plus de mal à réguler leurs affects, leurs émotions. Et ils utilisent beaucoup plus des régulateurs externes de l'affect, qui sont l'alcool, la cigarette, des drogues et la nourriture. Donc, bien sûr, avec des risques pour la santé beaucoup plus importants. Une population de patients suivis en addictologie, on les a typisés, il y avait 86% des patients qui avaient un attachement insécure. Donc, ce lien entre addiction et attachement, aujourd'hui, ne fait aucun doute. Oui, ça c'est pour montrer qu'il y a des articles là-dessus, donc qui théorisent et qui prouvent ce que j'avance. Donc, pour l'obésité, par exemple, on a regardé 195 patients qui étaient en attente pour une chirurgie bariatrique. Et sur ces 195 personnes, il y avait aussi l'ordre de 80% de personnes qui avaient un attachement, 80% des personnes qui avaient un attachement anxieux, ambivalent anxieux. Finalement, la nourriture peut servir comme régulateur d'émotions. On a aussi, bien sûr, comparé à 195 autres patients contrôle qui n'étaient pas en attente d'une chirurgie bariatrique, et on a retrouvé ce qu'on retrouve dans une société générale, beaucoup moins de personnes, seulement 15% de personnes avec un attachement anxieux ambivalent. Autre conséquence, les personnes avec un attachement insécure, ils ont moins appris à s'appuyer sur du soutien social. Ils ont moins de possibilités face à des événements de vie de s'appuyer sur leur entourage, sur les proches, de recevoir de la sécurité, du réconfort. Ça se traduit par plus d'anxiété et plus de dépression dans la population des personnes avec un attachement insécure. Et finalement, dernier point, qui est pour moi vraiment fascinant et qui fait le lien avec la douleur, la dysrégulation des réponses au stress entraîne souvent une hyperréactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalienne. Alors pour ceux qui ne sont pas
du monde médical, c'est l'axe qui commande nos réactions au stress. Et donc, c'est probablement ça qui fait le lien avec certaines maladies, comme par exemple des maladies auto-immunes ou encore la douleur chronique. Alors, je m'excuse auprès des personnes pas du monde médical. En cas de stresseur extérieur, finalement, notre cortex va se dire il y a danger, il va alerter dans le cerveau des structures dans le cerveau qui s'appellent amygdale et hippocampe, et finalement, ça va alerter d'autres structures dans le cerveau, et finalement, ça se termine par une libération de catécholamine, c'est de l'adrénaline et de la noradrénaline. Et vous savez tous, l'adrénaline, ça nous met en situation, soit on va au combat, soit on fuit, mais en tout cas, on est alerte au maximum. Ça nous booste. Et le boost à plus long terme, c'est le cortisol qui va être libéré dans un deuxième temps de la réaction au stress et qui va nous permettre finalement de nous adapter à une situation stressante. Cette situation de stress va se terminer parce qu'il y a beaucoup de cortisol dans le sang et ce cortisol arrive dans le cerveau et va par un feedback négatif, par un rétrocontrôle négatif, va diminuer tous les mécanismes qui vont vers la libération de cortisol. En fait, le cortisol arrive au cerveau et s'attache à des récepteurs. Les récepteurs qui sont surtout dans l'hippocampe, mais aussi dans d'autres réactions, dans d'autres endroits du cerveau. Donc, le cortisol va s'attacher à ces récepteurs et du coup, ça donne le signal assez de cortisol, il faut réduire la production. Plus ces récepteurs sont nombreux, plus ce rétrocontrôle va être efficace. Alors, le nombre de récepteurs qu'on a quand on vient au monde est génétiquement déterminé. On n'est pas tous pareils face au stress. Et justement, la vulnérabilité au stress est génétiquement déterminée, mais ces mécanismes, il y a aussi notre environnement qui va moduler par des mécanismes épigénétiques, on appelle ça épigénétique, ces mécanismes ou ces réactions au stress. Épigénétique, ça veut dire on ne touche pas aux gènes, mais finalement, notre environnement peut faire en sorte que ces gènes sont plus ou moins faciles à lire, à être allumés, et dans certaines situations, les gènes peuvent être comme verrouillés. On n'arrive plus à produire des récepteurs, par exemple, au cortisol, parce que les gènes, par des circonstances de l'environnement, peuvent plus être lus. Ça, c'est un truc extraordinaire, hein, que notre environnement a des répercussions sur notre patrimoine génétique qui peut faire que plus ou moins ça fonctionne bien ou pas bien. On a trouvé ça après 2000 et on a pu le montrer, comme souvent, d'abord dans des expériences animales. Et je reviens à mon histoire d'attachement. On a trouvé que la façon dont les rats traitent leurs petits
va avoir des répercussions neuroanatomiques sur le cerveau des petits. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Il y a des rats qui ont un comportement de léchage de poils et de toilettage de leurs petits très fréquent, très appuyé. Et puis, il y a des rats plus paresseux, qui n'en font pas autant, qui ne sont pas aussi attentifs à leur progéniture. Alors, les ratons qui profitent à beaucoup de léchage, il se trouve que dans leur cerveau, ils ont plus de récepteurs au cortisol, au glucocorticoïdes, dans leur hippocampe, que ceux qui bénéficient de soins moins fréquents. On le regarde sous le microscope. Alors, on peut se dire, c'est génétique. Il y a des rats qui naissent avec moins de récepteurs, et il y a des rats qui naissent avec plus de récepteurs. Alors, pour exclure ça, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est très élégant. On a échangé les ratons à la naissance. Et donc, on a constaté que ceux qui bénéficient d'un léchage plus intensif, ils ont plus de récepteurs, indépendamment s'ils sont nés d'une mère paresseuse ou lécheuse. Ces changements neuroanatomiques persistent à l'âge adulte. Les rats non léchés, peu léchés, devenus adultes, montrent plus d'anxiété et un seuil de la douleur abaissé par rapport à leurs congénères. Donc, il y a des expériences où on appuie fortement sur la queue du rat et on regarde quand le rat réagit. Et donc, les ratons non léchés, indépendamment de leur naissance, ils ont un seuil de la douleur qui est plus abaissé que les ratons qui en bénéficient de soins appuyés. En fait, les soins appuyés, ça entraîne toute une série de changements dans notre cerveau. Il y a surtout les neurones hippocampiques qui, quand ils sont immergés et surchargés de cortisol, donc dans des situations de stress chronique, ce cortisol devient neurotoxique. Ça abîme les neurones dans le cerveau et ça entraîne finalement dans plusieurs zones du cerveau, ça entraîne des changements dans le cortex préfrontal. Il y a une altération de l'attention, la mémoire du travail diminue, il y a la flexibilité du comportement diminue. Dans l'hippocampe, ça touche les capacités d'apprentissage et surtout aussi dans l'amygdale, ça augmente la mémoire de la peur. L'amygdale, dans ces situations, devient plus grand et l'amygdale est liée, donc chez l'homme et chez les animaux, à l'anxiété et à l'agressivité. Donc, on déclenche des mécanismes moléculaires qui conduisent à une hypersensibilisation des récepteurs. Et ça, c'est d'origine épigénétique. Ça va être déclenché par un stress prolongé, chronique, qui ne peut pas être résorbé par la quantité de récepteurs qui sont là. Comme je disais déjà, l'attachement insécure et plus particulièrement l'attachement anxieux ambivalent sont reliés à un taux de cortisol plus élevé.
on peut encore une fois, on l'a testé dans cette situation étrange, on a dosé le cortisol des enfants et on l'a aussi dosé dans le cas d'adultes. Des situations stressantes et qui peuvent être aussi stressantes pour la mère. Quand la mère est stressée, elle a aussi des soins moins appropriés à ses enfants. Donc, dans des situations stressantes, dans l'enfance, ça active la sensibilité à la douleur. Dans ces expériences-là, on a enlevé aux mamans rats tout ce qu'il faut pour faire un nid douillet. Ils n'avaient pas le matériel pour faire un nid. C'était stressant à la fois pour les rats mamans et aussi pour les ratons. Donc, il y a eu moins de léchage, il y a eu des troubles du comportement. Et puis, les ratons devenus adultes, mais on les a soumis à des tests, à différents tests qui montrent que les ratons élevés de cette façon, ils ont un seuil de la douleur qui est abaissé. Et d'ailleurs, ce sont aussi des ratons, on imagine plein de choses pour les rats. Quand on les force à nager de façon prolongée, les ratons qui ont grandi dans une situation comme ça stressante, ils se laissent couler plutôt que les rats qui ont grandi dans des conditions convenables, ce qu'on interprète comme un équivalent de dépression. Alors, pourquoi le stress? On sait tous qu'un stress aigu peut provoquer une hypoalgésie, une insensibilité à la douleur. Quand vous êtes tombé et il y a un chien, un gros chien, un bulldog qui vous fonce dessus, mais peu importe si votre genou fait mal, vous vous levez et vous courez. Donc, une situation, un stress aigu peut causer une insensibilité à la douleur, alors qu'un stress prolongé semble plutôt induire une hyperalgésie, donc une hypersensibilité à la douleur. C'est aujourd'hui bien établi qu'il y a ce lien au point que dans la littérature, il y a maintenant le concept d'hyperalgésie induite par le stress. Finalement, ça se résume à une gestion anormale du stress, et cette gestion anormale est dans cette gestion anormale du stress, il y a une importance des facteurs psychobiographiques sont extrêmement importants. Ces facteurs psychobiographiques, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, les soins reçus dans la prime enfance et des événements de vie traumatiques comme la perte d'un parent, décès, divorce, la maltraitance, la carence affective, la maladie, la pauvreté, le chômage des parents, les addictions des parents, un niveau socio-économique faible, donc pauvreté, et des conflits intrafamiliaux prolongés. Donc, ça, c'est des situations de stress prolongé qui sont des modulateurs puissants de la sensibilité de notre axe du stress, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Avec donc une diminution des récepteurs au glucocorticoïdes qui va finalement faire que
il y a des taux de cortisol qui sont plus élevés. Ça, c'est la conséquence la plus fréquente. Il y a aussi des situations où finalement la production de cortisol s'effondre. Mais ça semble plus rare. Très souvent, il y a donc cette hypersécrétion de cortisol qui n'est plus neutralisée et qui a ensuite des répercussions sur le fonctionnement de notre cerveau. Quand on a en permanence trop de cortisol, on sait que ça a des répercussions sur la santé physique et mentale. Qu'est-ce que ça entraîne? Tout le monde le sait. L'anxiété, le burn-out, les affections cardiovasculaires, le syndrome métabolique, le diabète, les troubles musculo-squelettiques. Quelqu'un qui est en permanence anxieux, il est crispé, il est tendu. L'immunodépression, les maladies auto-immunes, les troubles de la mémoire et la dépression. Tout ça, aujourd'hui, on le sait, c'est des conséquences d'un stress chronique. Alors, quel est le lien, encore une fois, avec la douleur? Déjà, quand on s'occupe de douleurs chroniques, on devient rapidement conscient que très souvent, nous avons des patients qui ont une histoire de vie souvent difficile. Il n'est plus un secret que nous voyons plus de personnes qui ont eu affaire à subir des violences sexuelles, de la maltraitance pendant leur enfance, qui viennent en consultation de la douleur. C'est une histoire qui revient régulièrement. Ces patients, quand on les teste sur leur attachement, ils sont 60 à 80% des patients qui ont un attachement insécure. Alors, les patients avec un attachement, en comparaison avec des patients qui ont un attachement sécure, ils ont un ressenti de la douleur qui est plus intense. On l'a pu prouver avec des rats. Et d'ailleurs, on l'a aussi prouvé pour les humains. On fait des tests en laboratoire. On regarde quand les gens réagissent à un stimulus douloureux et en général, les personnes avec un attachement insécure, ils ont des seuils de la douleur qui sont abaissés. Alors, les personnes avec un attachement insécure ressentent la douleur plus menaçante. Ils ont plus de sites douloureux. Ils ont moins confiance dans leur capacité à contrôler et à diminuer la douleur. Ils ont souvent l'impression de ne pas pouvoir faire face à la douleur. Ils ont de recours à des stratégies d'adaptation plus centrées sur les émotions et moins sur les problèmes concrets. Ils présentent plus de détresse émotionnelle et plus de dépression. Douleur chronique et dépression, ils sont très étroitement liés. Et ils sont davantage handicapés par la douleur. Alors, il faut que je me retrouve dans mes papiers. On constate aussi que 15% des patients qui souffrent d'une douleur chronique souffrent d'une anxiété généralisée. C'est une psychopathologie qui, dans la population en général, n'est pas aussi fréquente. Les patients avec un attachement anxieux ambivalent ont une moins bonne adaptation sociale. Ils utilisent comme stratégie pour faire face le catastrophisme.
Alors que les patients qui ont un attachement évitant, ils réagissent plutôt en ignorant la douleur, en disant mais je fais quand même et il faut que je fasse. Et ils ne sont pas capables de s'adapter, par exemple fractionner les activités, ne pas se faire mal en plus. Finalement, en conclusion, la douleur chronique ne peut pas être vue, ne peut plus être vue comme l'a fait Descartes, comme une simple résultante d'une stimulation périphérique, donc le feu qui vous brûle le pied, le message qui est transmis et qui est réceptionné dans le cerveau. Mais le ressenti douloureux est modulé par les expériences de la petite enfance qui façonnent la vigilance, qui façonnent les attentes vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et la sensibilité de cet axe de stress semble être un maillon dans cette chaîne qui mène à la douleur chronique via une sensibilisation du système nociceptif, donc du système qui repère la douleur. Et ça implique notamment les contrôles descendants inhibiteurs de la douleur. On n'est pas uniquement victime de la douleur, notre cerveau ne reçoit pas uniquement des informations sur la douleur de la périphérie, notre cerveau est capable de moduler ce message douloureux. Donc, il ne lit pas mot à mot, mais il interprète. Et après, notre cerveau est capable, il y a, ça on l'a prouvé, il y a des contrôles inhibiteurs, donc des voies inhibiteurs de la douleur qui viennent du cerveau et qui vont vers la périphérie et qui font que finalement notre cerveau est capable de diminuer la douleur. La douleur n'est jamais ressentie un pour un en fonction de la blessure que vous avez. Quelqu'un qui a une blessure énorme qui devrait faire très mal, mais il n'a pas nécessairement beaucoup plus mal que quelqu'un qui a une petite blessure. Et ça, c'est lié à cette capacité de moduler la douleur de notre cerveau, mais qui va se faire en fonction de nos antécédents, en fonction de notre vie à partir de tout petit, en fonction de notre possibilité de nous rassurer, en fonction de notre attente face à nous-mêmes, l'attente aussi face aux autres. Donc, cette douleur est vraiment modulée par autre chose que uniquement la blessure anatomique qu'on peut éprouver. Et finalement, il faudrait aujourd'hui dire que la douleur chronique, elle résulte pas uniquement d'un excès de nociception, le bras qu'on coupe, elle résulte pas uniquement d'un problème de nerf, le nerf qui est endommagé, mais elle résulte aussi de notre capacité à réguler le stress depuis tout petit et la douleur chronique, la dernière étiologie de la douleur chronique, non, c'est moi, c'est ma dernière diapositive. Notre capacité, l'étiologie de la douleur chronique est aussi liée à l'hyperalgésie induite par le stress et notre capacité de réguler les situations stressantes. Alors, je vous disais que il y a peu de recherches dans les soins palliatifs parce que
Vous allez me dire, mais pourquoi tout ça dans une soirée sur les soins palliatifs? Mais je vois quand même une chose qui m'interroge, que je pourrais imaginer comme sujet de recherche. Des patients qui ont un attachement évitant, ceux qui comptent que sur eux-mêmes, qui veulent être autonomes, qui sont incapables de demander ou de recevoir d'aide, est-ce que ces patients-là formulent plus souvent des demandes d'euthanasie? Comment un patient comme ça vit cette situation de dépendance? Est-ce qu'il le vit autrement qu'un patient sécure? Ça, je pourrais imaginer pour un sujet de thèse, par exemple. Et finalement, la capacité ou non de recevoir de l'aide en soins palliatifs, ça, c'est notre thème. C'est notre thème aussi. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop brouillé. J'ai fini là. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Anna, en tout cas, de nous avoir proposé, présenté les différents styles d'attachement de façon aussi claire. Et on va donner la parole à la salle